Chapitre 4. Le monde se transforme à chaque instant. Savez-vous s'il existe quelque part au monde un endroit où vous pouvez trouver une eau qui soit réellement bonne? Peut-être au pied des Alpes suisses? Ou encore au pôle Nord et Sud? Il n'est pas difficile de nos jours de trouver de l'eau en bouteille affirmant qu'elle est la meilleure au monde. Mais une bonne eau peut-elle en réalité être transformée en marchandise que l'on achète? L'eau ne se réduit pas simplement à la formule H2O. Peu importe si l'eau que vous buvez est pure ou naturelle. Si l'âme n'est pas pure, l'eau n'aura pas bon goût. Permettez-moi de vous demander, quel niveau de clarté existe en votre âme? Êtes-vous accablé sous le poids des soucis professionnels? Qu'en est-il des problèmes familiaux? Votre conscience est-elle troublée par quoi que ce soit? Si c'est le cas, il est probable que l'eau que vous buvez vous semble ordinaire et terne. Si vous avez participé avec plaisir à un sport ou toute autre activité, l'eau, même celle du robinet, aura un goût délicieux et rafraîchissant. En d'autres termes, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui est essentiel. Je suis conscient d'avoir l'air de dire que tout est une question d'état d'esprit, mais ce que j'essaie en réalité d'exprimer, c'est que lorsque vous buvez de l'eau avec un sens de gratitude, l'eau elle-même sera physiquement différente que lorsque vous buvez la même eau, l'âme encombrée de sentiments sombres. Nos émotions et nos sentiments ont un effet qui se répercute sur le monde d'un instant à l'autre. En exprimant tout haut des mots et des images qui témoignent de créativité, vous allez alors contribuer à la création d'un monde qui sera beau. Inversement, en émettant des messages destructeurs, vous participerez à la destruction de l'univers. Si vous en prenez conscience, vous ne serez plus capable d'adresser des mots de colère à votre entourage, ni de reprocher aux autres ce qui s'avère être vos propres erreurs et faiblesses. Vous avez la faculté de transformer le monde en un clin d'œil. Tout ce qui vous est nécessaire est de faire un simple choix. Allez-vous choisir un monde d'amour et de gratitude, ou bien un monde torturé où règne insatisfaction et appauvrissement? Votre réponse dépend de votre attitude juste en cet instant. Selon les enseignements du bouddhisme, toute chose en ce monde est constamment en train de changer et cependant, rien ne change jamais. Du point de vue des principes vibratoires, l'énergie vibratoire doit poursuivre indéfiniment son trajet ondulatoire. Le fait de comprendre que tout existe dans le moment présent donnera de l'espoir et de la lumière à votre vie. Il ne vous est plus nécessaire de rester troublé par le passé, et il vous est possible de savoir que le futur peut être tout ce que vous voulez qu'il soit. Vous, tel que vous êtes, détenez juste en cet instant la clé de toute chose. Si vous souhaitez voir l'impact que votre conscience peut avoir sur le monde, je vous suggère de faire la petite expérience suivante, que nous appelons le jeu d'effacer les nuages. Je veux que vous essayiez d'effacer les nuages par l'usage du pouvoir de votre pensée. Choisissez une journée au temps mitigé. Levez la tête et regardez le ciel en ne visant qu'un seul nuage. Peut-être un qui ne soit pas trop grand. Vos pensées sont très importantes pour jouer à ce jeu. Il est important que vous croyiez que le nuage va disparaître, mais il ne faut pas que vous essayiez trop fort. Si vous vous concentrez trop fort, cela aura pour effet d'empêcher votre énergie de sortir et vous ne pourrez pas l'envoyer. Une fois prêt, imaginez que vous envoyez un rayon invisible d'énergie de votre conscience jusqu'au nuage en question, le dissolvant en 1000 morceaux. Visualisez bien avec votre esprit que le rayon laser vise le nuage en entier et non seulement une partie. Puis dites en employant un temps au passé, le nuage a disparu. Tout de suite après, dites à l'énergie, toujours au passé, je te remercie d'avoir fait cela. Si vous suivez le jeu étape par étape, je suis certain que le nuage va se mettre à diminuer jusqu'à ce qu'il disparaisse en l'espace de quelques minutes. Comme cela le montre,
la conscience humaine peut avoir un énorme impact sur le monde qui nous environne. Les nuages sont constitués d'eau à l'état gazeux et ils réagissent donc particulièrement vite à notre volonté. Traditionnellement parlant, quiconque déclare que la conscience a une influence sur le monde matériel prend le risque d'être frappé d'ostracisme pour être antiscientifique. La science pourtant a progressé jusqu'au point limite où le manque de compréhension de la conscience et de l'esprit bloque notre compréhension de la majeure partie du monde qui nous entoure. La mécanique quantique, certaines théories psychologiques comme le fluide dont parle Jung et les manipulations génétiques nous ont tout enseigné qu'il y a un monde autre que celui que nous connaissons si bien. Vous ne pouvez voir cet autre monde de vos yeux et vous ne pouvez le toucher de vos doigts. C'est un monde dans lequel même le temps n'existe pas. Le célèbre théoricien de la physique quantique David Bohm a nommé le monde accessible à nos sens l'ordre explicite et l'existence qui est à l'intérieur de lui l'ordre implicite. D'après sa conception, tout ce qui existe dans l'ordre explicite a été enveloppé de l'ordre implicite et chaque portion de l'ordre explicite contient toute l'information de l'ordre implicite. Ceci est sans doute difficile à concevoir, mais signifie que chaque partie de l'univers contient l'information de toutes les parties de l'univers. En d'autres termes, à l'intérieur d'un individu et même à l'intérieur d'une seule cellule, existe l'information de l'univers dans sa globalité. L'information de l'univers inclut le temps. Autrement dit, le fait que vous existiez dans l'ici et maintenant est inclus dans l'information de l'univers, côte à côte avec l'ensemble des informations sur le présent, le passé et le futur. Le fait que le monde entier puisse changer d'un moment à l'autre n'est donc pas une simple fantaisie. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir à ce moment-ci. Comment pouvons-nous l'interpréter à l'aide de la physique ? David Bohm expliquait qu'un aspect de l'univers intérieur est projeté dans chaque séquence temporelle, créant le présent. La séquence temporelle suivante est également une projection, celle d'un aspect différent, et ainsi de suite. Autrement dit, à travers chacun de ces moments, un monde différent nous est montré. Cependant, notre monde momentané aura un impact sur le monde momentané suivant, et c'est ainsi qu'il se révèle à nous comme un monde continu. En se basant sur cette théorie, le monde se transforme donc à chaque instant, et un nouveau monde est créé. Notre conscience a un rôle à jouer dans cette création du monde. Si vous devenez conscient de cela, j'imagine que votre vie ne sera plus jamais la même. J'ai exposé certaines choses complexes et il se peut que cela ait causé quelques confusions. Mais si nous en revenons aux cristaux, cela devrait aider à répondre à de nombreuses questions. Ce monde se transforme d'instant en instant et l'eau est la première à reconnaître ce changement. J'ai mentionné plus haut le fait que j'ai fabriqué un appareil pour mesurer les vibrations et m'en servais pour développer ma compréhension de l'eau. L'après-midi de l'invasion de l'Irak, au commencement de la première guerre du Golfe, j'étais en train de mesurer la vibration de l'eau du robinet de Tokyo et je découvris un accroissement inhabituel et particulièrement brutal des taux de vibration causés par la présence de mercure, de plomb, d'aluminium et d'autres substances nocives au corps humain. Je ne trouvais aucune raison apparente à cela. Je crus d'abord que quelque chose ne marchait pas dans mon appareil, mais mes mesures répétées me confirmèrent en rien cette supposition. Ce n'est que le jour suivant, en lisant la presse, que je fus capable de faire la connexion. L'annonce du début de la guerre du Golfe faisait la une des journaux. On n'y lisait que le poids des bombes lancées en ce premier jour de guerre était équivalent à celui de l'ensemble des bombes lâchées au cours de toute la guerre du Vietnam. Au Japon, à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient, il m'était possible de mesurer les vibrations de ces substances nocives pratiquement au moment précis où la guerre éclatait. Vous vous interrogez sans doute, est-ce réellement possible ? Bien entendu. Les produits nuisibles dérivés des bombes tombées au Moyen-Orient ne s'étaient pas immédiatement transportés jusqu'au Japon. Cependant, les vibrations négatives des bombes lâchées d'un côté de la planète se répercutent immédiatement de tous les autres côtés. Ce type de vibration se répand au-delà des limites du temps et de l'espace. À mon avis, les vibrations ne font pas partie de notre monde tridimensionnel ni du monde invisible d'une autre dimension, mais existent dans un monde intermédiaire.
Lorsqu'il se passe quelque chose sur Terre, peu importe dans quel monde, l'eau est la première à le détecter et à nous relayer cette nouvelle information. À l'époque de la guerre du Golfe, je n'avais pas encore commencé à prendre des photos de cristaux, mais si cela avait été le cas, je suis convaincue qu'elles auraient été d'un intérêt exceptionnel. Laissez-moi vous donner un exemple supplémentaire pour démontrer l'impact immédiat des vibrations sur le monde physique. Dans ce dernier cas, le pouvoir de la prière a été utilisé en vue de purifier l'eau. Au barrage de Fujiwara, au centre du Japon, habitait un prêtre shintoïste de la secte Shingon, du nom de Uki Kato, qui pratiquait la récitation d'incantations. La première fois que j'eus l'occasion de le rencontrer, il me montra 2 photos qui me firent une si forte impression que je voulus de mes propres yeux revoir l'objet de ces photographies. L'une avait été prise avant une incantation et l'autre après. La seconde photo révélait une différence saisissante. L'eau s'y montrait incroyablement plus claire. Le pouvoir de l'incantation a pour origine l'esprit des mots, dont j'ai déjà parlé, et l'on peut dire que c'est vraisemblablement l'énergie de l'esprit des mots qui a purifié l'eau du lac. Dans le but de vérifier cette hypothèse, je désirais prendre en photo les cristaux formés par l'eau avant et après cette incantation. Le prêtre se tenait debout sur la berge du lac et il récita l'incantation pendant 1 heure environ, tandis que je filmais toute la séquence en vidéo. À la suite de l'incantation, nous étions depuis une quinzaine de minutes en train de discuter, le prêtre et moi, lorsque mon équipe m'appela en me faisant de grands signes. « C'est incroyable !» me dit l'un d'entre eux. « L'eau est en train de s'éclaircir juste devant nos yeux. » Et c'était absolument vrai. On pouvait très nettement voir que l'eau devenait de plus en plus transparente pendant que nous étions à la contempler. Il nous a même été possible de distinguer le feuillage tombé au fond du lac, qui était normalement caché par le trouble. Nous avons ensuite pris des photos des cristaux. Ceux qui venaient des échantillons d'eau pris avant l'incantation étaient déformés et avaient l'apparence du visage de quelqu'un plongé dans l'affliction la plus totale. Par contre, les cristaux de l'eau prélevés à la suite de l'incantation étaient complets et exceptionnellement beaux. À l'intérieur d'une forme hexagonale, il y avait un autre hexagone plus petit et le tout était enveloppé d'une sorte de halo de lumière. Bien sûr, cela prit un temps à l'eau, à la suite de l'incantation, pour qu'elle devienne vraiment claire, ce qui indique que les changements provoqués dans les substances et visibles à l'œil nu sont relativement progressifs. Mais il est indubitable que les vibrations d'une prière se transmettent de façon immédiate aux objets de l'entourage, se propageant à l'eau du voisinage. C'est un phénomène physique qui reste inexplicable à moins que l'on accepte l'existence d'un autre monde à l'intérieur de celui que nous appelons le nôtre. Mais l'histoire n'est pas finie. Dans les jours qui suivirent cette expérimentation, la presse rapporta un incident. Le corps d'une femme fut retrouvé dans le lac, et en entendant parler de l'avènement, je me suis rappelé des cristaux formés par l'eau prélevée avant la prière et qui ressemblaient à un visage à l'agonie. Peut-être qu'au travers de ces cristaux, l'esprit de cette femme a tenté de nous exprimer quelque chose. J'aimerais imaginer que sa souffrance a peut-être été en partie allégée par l'incantation. Il existe un autre monde en plus de celui dans lequel nous vivons. Si nous regardons notre monde à partir de celui-là, nous pouvons voir des choses que nous ne pouvons distinguer pour le moment. Le docteur Rupert Sheldrake est un chercheur anglais dont le travail se concentre à approfondir la compréhension d'une nouvelle vision mondiale en l'associant à ce monde que nous ne pouvons voir. Une fois acquis son doctorat en biochimie de l'université de Cambridge, il donna des conférences en biochimie et en biologie à Cambridge, tout en étant devenu membre de la Royal Society. La théorie du docteur Sheldrake est décrite dans un livre qu'il a écrit il y a plus de 20 ans. Mais la revue scientifique Nature a rejeté le livre, allant jusqu'à dire qu'il devait être brûlé. En dépit de ce rejet, la théorie qu'il présente a touché le cœur de nombreuses personnes et la recherche qui développe cette théorie se poursuit. Quel a donc été l'objet de tant d'attention ? On dit souvent que ce qui s'est produit déjà 2 fois se reproduira encore. Peut-être vous a-t-il semblé étrange que des accidents ou des crimes se produisent en série. En considérant l'histoire et les tendances de la société sur de longues périodes, vous pouvez constater
qu'en général les événements se répètent. Comment pouvons-nous expliquer cette étrange répétition des événements ? Le docteur Sheldrake a tenté de trouver une réponse par le biais de la science. Normalement, l'approche scientifique pour étudier les objets qu'on ne peut voir de nos yeux consiste à réduire la taille de ces objets jusqu'à ce que soit isolé chaque phénomène physique, mais le docteur Sheldrake a employé une toute autre méthode. D'après sa théorie, lorsqu'une même chose se reproduit, un champ morphique se forme. Et la résonance avec ce champ morphique accroît la probabilité que cet événement se reproduise de nouveau encore. Un champ morphique n'est pas une information énergétique, mais l'on peut davantage le comparer au plan prévu par un architecte pour la construction d'une maison. Nous pouvons prendre cela comme exemple de la théorie de la résonance. Le docteur Sheldrake a suggéré que les événements, eux aussi, sont capables d'entrer en résonance de la même façon que le son résonne. Il se réfère au lieu qui est le cadre des événements comme étant le champ morphique et au phénomène de répétition d'événements similaires comme étant la résonance morphique. Bien que sa théorie ait été rapidement rejetée par la revue Nature, elle a été prise au sérieux par les esprits plus ouverts et a provoqué d'intenses discussions. Il ne fait aucun doute que le docteur Sheldrake s'est nettement écarté des chemins déjà existants, tracés par la science, mais on ne peut qu'admettre que sa théorie a pris une bonne longueur d'avance vers l'explication de mystères auxquels la science traditionnelle est incapable de faire face. Au cours des discussions habituelles qui entourent ces mystères, la conversation en vient fréquemment au sujet typique des cristaux de glycérine. Les premières 40 années environ qui ont suivi la découverte de la glycérine, il était établi d'avis général que celle-ci ne formait pas de cristaux. Puis un certain jour au début du XIXe siècle, une caisse de glycérine se mit soudain à cristalliser au cours d'un trajet entre Vienne et Londres. Peu de temps après, dans un endroit complètement différent, un autre stock de glycérine se mit également à cristalliser. Cette cristallisation commença à se répandre et actuellement il est communément admis que la glycérine, quand la température baisse au-dessous de 17 degrés, forme des cristaux. Alors, quelle conclusion pouvons-nous tirer de ce phénomène ? Quand les premiers cristaux se sont formés, pour quelque raison que ce soit, un champ morphique a été créé et il est probable que toute glycérine, conformément au champ morphique, se soit mise à former des cristaux. Ce genre de phénomène s'est produit de la même façon pour beaucoup d'autres substances. Malgré bien des aspects aléatoires qui existent dans le monde, une fois qu'une substance se met à former des cristaux, il devient alors normal pour celle-ci de continuer par la suite à en former. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que cela, une chaîne de télévision anglaise décida de faire une expérience en public pour voir si l'on pouvait vérifier la validité de la théorie du Dr Sheldrake sur la résonance morphique. L'équipe prépara d'abord 2 peintures qui, toutes deux, avaient l'apparence de taches peintes au hasard. Mais dans l'une d'elles était dissimulé le visage d'une femme portant un chapeau et dans l'autre, un homme avec une moustache. Les silhouettes étaient dessinées de sorte qu'il était tout à fait impossible de les voir. L'expérience se déroula en 3 étapes. Premièrement, avant le programme en direct, il fut demandé à un groupe de participants d'identifier ce qu'ils voyaient sur les 2 peintures. Deuxièmement, au cours du programme, le secret de la peinture de l'homme à la moustache fut révélé. Enfin, après le programme, l'on demanda à un autre groupe de participants, qui n'avaient pas eu le droit de regarder le programme, d'identifier à nouveau les peintures. Quels furent d'après vous les résultats ? Le second groupe se trouva nettement meilleur que le premier pour identifier l'homme à la moustache. Les expérimentateurs firent de leur mieux pour prendre en compte tous les facteurs de risque concevables, comme de retirer l'information susceptible d'être vue dans les autres pays que l'Angleterre ou l'Irlande. Mais les résultats montrèrent nettement que le second groupe fut 3 fois plus meilleur que le premier. Cette expérience nous montre que lorsque quelqu'un prend conscience de quelque chose, les autres aussi ont tendance à en prendre conscience. C'est l'effet du champ morphique qui avait entraîné cette remarquable augmentation de réponses correctes. Selon le Dr Sheldrake, l'ADN n'est pas le seul paramètre qui fait que les membres d'une famille ont des traits en commun. La résonance morphique, elle aussi, y joue un rôle. La théorie du Dr Sheldrake nous aide également à comprendre les phénomènes qu'on appelle
les coïncidences ou encore synchronicités, et ceux de la conscience de groupe ou mémoire collective, ainsi que les archétypes. Ce qui est important dans cette théorie, c'est qu'à partir du moment où la résonance morphique a commencé à se répandre, elle s'étend au temps et à l'espace tout entier. Autrement dit, si un champ morphique est formé, il aura un impact instantané sur tous les autres endroits, provoquant un changement instantané à l'échelle du monde entier. La première fois que j'entendis parler de cette théorie, j'ai eu du mal à contenir mon excitation du fait que ma propre recherche sur les cristaux d'eau n'était rien d'autre que la tentative d'illustrer la résonance du champ morphique d'une façon qui soit visible à l'œil nu. J'ai appris l'existence de la théorie du Dr Sheldrake dans un best-seller au Japon intitulé « Why does that occur ?» Pourquoi cela arrive-t-il de Eiki Ojiro. Mais j'ai vraiment commencé à m'y intéresser en voyant Sheldrake à la télévision dans un documentaire intitulé « Six Scientists of Interest ». 4 années plus tard, j'avais la chance avec moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au cours d'une tournée de conférences en Europe. Un ami qui suivait le séminaire se trouvait connaître la femme de Sheldrake et c'est ainsi que je me suis retrouvée invitée personnellement chez eux à Londres. J'eus eu le plaisir d'apprendre qu'il avait déjà à maintes reprises entendu parler de ma recherche sur les cristaux d'eau, et il me dit « Au moins une fois par semaine, je reçois une lettre de quelqu'un qui me parle de vous. » Je débordais de questions à lui poser, mais lui-même était extrêmement intéressé par mon travail, et il en résulta qu'il avait au moins autant, si ce n'est plus encore, de choses à me demander. Au cours de notre échange, il s'exprima ainsi. J'ai mené cette recherche au sein d'organismes vivants et autour de leur comportement, mais pas avec l'eau. C'est pourquoi je ne suis pas si familiarisée au domaine de l'eau. Il semblerait pourtant qu'il y aura sûrement de futures connexions entre ma recherche et votre recherche sur les cristaux d'eau. L'aspect qui m'intéresse le plus est l'effet que l'observation produit sur ce qui est observé. Il y a des gens qui savent dès que quelqu'un les regarde dans le dos. Je souhaite orienter ma recherche pour faire des essais en ce sens et pour donner à ces derniers une présentation statistique. Le risque existe que la documentation sur cette recherche soit subjective. C'est la raison pour laquelle je me demande s'il ne serait pas possible d'utiliser l'eau pour cette expérience. J'ai l'intention d'essayer de prendre des photos de cristaux et d'observer les changements de l'eau soumise à diverses conditions, comme lorsque l'on ignore complètement ou lorsque elle est observée par ces personnes qui ont des dons spéciaux, par des gens normaux et par d'autres à l'esprit particulièrement malveillant. Fin de citation. J'avais l'impression d'entendre une histoire incroyablement similaire à l'expérience du bocal de riz qu'on ignorait et qui moisissait plus vite que les bocaux exposés aux mots « merci » et « idiot ». Lorsque je lui racontai cette expérience, son intérêt s'accrut encore et il me suggéra de tester directement l'effet sur l'eau, ce qui devrait plus facilement donner des résultats qu'en utilisant du riz, qui implique le délicat processus de la culture de microbes. En ce moment, le Dr Sheldrake se passionne pour le phénomène de la télépathie. Il a mené une expérience dans le but de découvrir si les chiens montraient une réaction lorsque leur maître commençait à rentrer en direction de la maison. Utilisant un équipement vidéo pour faire ses observations, il a été capable de vérifier ce phénomène dans plus de 200 cas. J'ai envie de vous transcrire ce message que j'ai reçu du Dr Sheldrake. Ouvrez les guillemets. Nos vies sont possibles grâce au mouvement d'une énergie invisible. C'est pourquoi je voudrais oser espérer que nous soyons en permanence conscients de cela et fassions toujours attention à ceux qui nous entourent et aux choses qui se passent autour de nous. C'est essentiel. Parce que l'acte de regarder quelque chose a un effet sur cette chose. Tout le monde se croit conscient de cela, mais nous ne le mettons pas vraiment en pratique. À la maison, les parents doivent surveiller leurs enfants. C'est pareil. Fermez les guillemets. Concentrer son attention sur chaque chose est une façon d'exprimer son amour. Le Dr Sheldrake tient le fil conducteur de cette étude qui a pour objet l'impact de la conscience sur les choses. C'est la raison pour laquelle ces travaux revêtent une signification particulière. Si nous combinons les leçons de l'eau que l'eau nous offre avec les théories proposées par le Dr Sheldrake, nous avancerons à grands pas pour déchiffrer les nombreux mystères de notre monde. Chacun d'entre nous est capable de magie pour changer le monde.
Il nous a été octroyé à tous de recevoir des mains de Dieu le pouvoir de créer. Si nous employions ce pouvoir à son maximum, nous serions capables de changer le monde en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Pour les gens qui ne voient pas la fin de leurs soucis ni de leurs souffrances, cette perspective devrait apporter un réconfort considérable. Vous, oui vous, avez la capacité de changer le monde. Tout au monde est relié. Quoi que vous soyez en train de faire juste maintenant, quelqu'un d'autre en fait de même au même moment. Alors quel genre de champ morphique devrions-nous être intéressés à créer? Sommes-nous en train de créer des champs de douleur et de violence, ou plutôt un monde empli d'amour et de gratitude? Chaque fois que vous vous assoirez devant une étendue d'eau et enverrez des messages d'amour et de gratitude, quelqu'un, quelque part au monde, se sentira envahi d'amour et de gratitude. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. L'eau qui est juste devant vous est reliée à toute l'eau du monde. L'eau que vous êtes en train de regarder résonnera avec l'eau de partout et votre message d'amour touchera l'âme de tous les gens sur terre. Nous avons la possibilité de recouvrir le monde d'amour et de gratitude. Cela deviendra un champ morphique merveilleux qui transformera le monde. Je ne parle pas de temps nécessaire ni d'espace. Ici, maintenant, les choses les plus magnifiques et les plus merveilleuses peuvent se réaliser.